J'ai rien compris, mais c'était passionnant. Mes images ne se voient pas sur mon write-up. Ah merde. Skull, est-ce que t'es arrivé au début de l'explication ou en plein milieu? Parce que si t'es arrivé en plein milieu de l'explication, forcément, c'est normal que tu captes pas. Enfin, ça dépend de tes connaissances, bien entendu. Mais en plein milieu, oui, oui, voilà. Alors du coup, c'est normal. C'est normal. En gros, l'idée c'était quoi? C'était qu'on avait un document, on a reçu un fichier, on va dire un fichier Word. Je ne m'y connais pas du tout en cyber. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre. Ça sert à ça. Et en gros, bah, tu reçois en fait un document Word. Ouais, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Donc tu reçois un document Word, mais qui est malicieux. Et qu'est-ce qui est malicieux dans ce document Word? C'est qu'en fait, bah, et c'est ce qu'on a essayé de chercher ici, c'est de comprendre quel est le code qui est exécuté dans ce document Word. Parce que normalement, tu n'as pas de code qui est exécuté dans un document Word. Pour bien faire, c'est juste du texte, c'est du texte, des images, et puis c'est tout, quoi. Rien d'autre. Et il y a un truc que tu peux mettre dans tes documents qui s'appelle des macros, qui à la base étaient utilisés pour soit euh, permettre de faire fonctionner une partie du document de manière dynamique, soit de pouvoir faire de l'automatisation pour plein de trucs différents. Et en fait, ça a été détourné depuis de très nombreuses années pour exécuter du code malicieux. Et en général, qu'est-ce que fait ce genre de document? Ça permet de télécharger ce qu'on appelle un payload. Merci Pasgus pour ton follow. Et donc ça permet de télécharger un payload qui lui est le malware en général. Et en fait, comme tu as pu le voir, globalement, on peut revoir la partie PowerShell, hein, parce que ça explique exactement ce que ça fait en fait. Je pense que j'ai... ouais, je les delete. Attends. Maintenant, ne bouge pas. Je vais agiter le poney. Et merci Gap Coco pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. Attendez, hein. Killall code, parce que code est nouveau parti en cacahuète. Salut James, comment vas-tu? Et du coup, merci à toi pour ton follow, c'est cool. Ouais, j'ai ma Kali du coup qui est pas bien. Ma Kali qui est en PLS. Attendez, hein. Hop, je vais vous montrer ça. Donc, je vais faire un gros cat de payload. Tant pis, on va faire ça comme ça. Ouais, ça aurait été sympa. Tu pourrais réexpliquer à partir du IEX, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. À la base, la funk, c'est pas ma cam. Oh, mais j'adore ton pseudo. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que... Donc, on a trouvé... Mais attendez, parce que je voudrais quand même copier ça. Attendez. On va copier ça quand même. Alors, je fais un truc dégueulasse, hein. Non, mais j'ai en fait ma Kali qui est ultra lente depuis que j'ai relancé Visual Studio Code dessus. Donc je vais faire un truc différent. Je vais faire... Alors je sais pas si ça va marcher, peut-être que Windows Defender va catcher le truc. Non, slash vagrant temp. Et c'est pas un VP mais c'est CP. Ouais, il réagit. Et il me dit, mais c'est de la merde ce que t'es en train de me montrer là, dis donc. Et donc il me ferme le truc. Il a bien capté que c'est malicieux. Ok, je suis ready pour Alien Speak. Write-up uploaded. Ah, cool. Ok, impec. Impec. Bah écoute, attends, je finis juste l'explication alors de la partie PowerShell ici, pour bien comprendre ce que c'est un malware, etc., comment ça marche. Et puis ensuite, sur ton write-up si tu veux, si t'es chaud. Je voudrais juste... il va gueuler non-stop. Est-ce que je peux quand même l'ouvrir ou pas? Attendez, je l'ai quelque part quand même le code. Tout le code. C'est mieux tout mon code. Ah, ici. Voilà, c'est ça que j'avais besoin. Hop, voilà, nickel. C'est ça que j'ai besoin.
Donc langage PowerShell. PowerShell. Donc ici en fait, il y a plusieurs choses. C'est que ici on parle juste du flag qui nous intéresse. Donc c'est pour mettre une variable qui est le flag. Ici ça set une autre variable qui est également le flag. En soi ça fait rien d'autre. Mais ça pourrait être des parties malicieuses de style encoder une URL. Des choses comme ça que basiquement, normalement, un antivirus ne pourrait pas comprendre. Le payload, c'est ce qui est le plus important ici. En fait, le payload ici, c'est ce qui va permettre... normalement, c'est ce que tu récupères soit en faisant une requête justement vers ton C2. Donc ton C2, c'est ton command and control. Donc c'est le botnet qui gère... Enfin, ton réseau de botnet qui gère les agents. Alors, comment est-ce que je peux expliquer ça simplement pour ceux qui savent pas c'est quoi un C2. En gros, quand vous avez des malwares qui sont propagés sur des ordinateurs, un des principes, merci MX Maxime pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Un des principes de base, c'est de dire, attendez, je vais hop, switcher comme ça, c'est mieux. Donc un des principes de base, c'est de se dire que quand un malware est installé, moi, en tant qu'attaquant, en tant que personne malveillante, je veux exécuter des commandes sur la machine où le malware est installé. Pour pouvoir exécuter des commandes, ce qu'on appelle des commandes arbitraires, donc c'est des commandes que je décide de vouloir pusher sur la machine, il faut que mon malware puisse communiquer avec moi. J'avais déjà montré à un moment dans un autre live, je vais vous montrer en vitesse, parce que je pense que je l'ai encore... sinon, il est... Non, oui, il est sur Discord. Alors, je vais vous le montrer sur Discord. Hop. Alors, dans Discord, il y a un chan qui est Masterclass Paint. Et hop. Hop. Et dans les Masterclass Paint, il y a notamment cette image-là. Et donc, l'image-là, qu'est-ce que c'est? C'est ça l'idée, en fait. En gros, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'ici, il y a ta machine, par exemple, qui est là. Ou elle est ici, par exemple, ta machine. Donc, c'est n'importe quelle machine. Ici, c'était un domaine contrôleur d'un Active Directory, mais ça peut être juste ta machine à toi, personnelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tous les instants, le malware, il va faire ce qu'on appelle du beacon. Donc, il va en fait communiquer avec un réseau de command and control, donc un réseau de serveurs qui se trouve ailleurs, qui est géré par une personne malicieuse, qui est ce qu'on appelle un APT, éventuellement, ça peut être un APT, ça peut être n'importe quoi, mais c'est en gros un threat actor, on appelle ça un threat actor, une personne malveillante. Et donc tous les X temps, par exemple 10 fois par heure, je sais pas, tous les 10 secondes, toutes les minutes, tous les X temps, donc il va envoyer une requête pour lui dire « Hey, coucou, je suis vivant, est-ce que tu as une tâche que je dois exécuter ?» Et le C2 va lui répondre en disant « Oui, tu as la commande qui est là, tu exécutes cette tâche-là, et quand tu as fini, bah, tu me réponds. » Et donc à la deuxième requête, automatiquement, il va renvoyer une requête au C2 pour donner le résultat de la commande. Donc il faut comprendre ça à l'inverse en fait d'un terminal. Et l'idée, bah, c'est de manière asynchrone de pouvoir commander un malware sur une machine. Dans ce cas-ci, le malware qui nous intéresse, il va être stocké dans ce qu'on appelle les schedule tasks. Les schedule tasks, alors sur toutes les machines Windows, hein, vous avez tout ça, ça s'appelle le task scheduler. Et dans le task scheduler, vous avez en fait, chacun je sais pas moi, vous avez chacun des tâches qui sont planifiées. Vous avez tous des tâches planifiées, hein, par exemple. Hop. Et de ces tâches qui sont planifiées, en fait, il y en a certaines, vous voyez, c'est @logon of any user. Il y en a qui sont répétitives, tous les jours, par exemple à 18h. Il y en a, c'est soit un trigger spécifique, etc., etc. Et en fait, ces tâches-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont exécuter du code derrière. Et donc, dans notre cas, ce que le malware il veut faire, donc ici on parle du dropper hein, qui va mettre le malware en place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben voilà, le contenu malicieux, ça va être de exécuter du PowerShell de manière hidden, donc on ne le verra jamais,
avec une exécution policy qui est bypassée. Donc ça veut dire qu'on bypass les protections. Le NOP, je ne sais plus ce que c'est. Le noExit, ça veut dire que quand il a terminé, il n'exite pas, je pense, de mémoire. Et la commande en question qui va exécuter. Merci Zirman pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. Et ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour essayer de un peu tricker le système, il va dire Windows Update Ready. En réalité, ça on s'en fout, parce qu'en réalité, ce qu'il fait derrière, de nouveau, vous vous souvenez de IEX, qui est le invoke comment, et il va invoquer quoi? Il va invoquer cette chose-ci, en fait. Donc, il va invoquer cette chose-ci, où en fait, merci Dieterman pour ton follow, c'est cool. Tu devrais un peu baisser la musique. C'est vrai? C'est trop fort? C'est trop fort pour les autres aussi? Ça gêne un peu pour t'écouter, je trouve. Ok. Merci Getrek pour ton follow. C'est cool, bienvenue à toi. C'est vrai, c'est trop fort? Les autres aussi, vous trouvez? Moi perso, ça va. Si c'est nécessaire, oui, je peux un peu diminuer. Hein. Pour moi, ça va. Bon, vous savez quoi? Je vais légèrement diminuer. Hop. Ça va, mais ça passerait aussi un peu moins fort. Ça chauffe un peu le crâne, en effet. D'accord. Après, je peux changer de musique. Hein. C'est juste parce que aujourd'hui, je suis parti dans un délire de yodeling à la Suisse. Je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai suivi les lives de Kathleen et de Yodine. Il y avait ça comme fond musical et ça m'a fait triper. Donc, du coup, je suis reparti là-dessus. Bon, on était l'équipe suisse. Ah, mais d'accord, mais oui, mais merde, c'était ça en fait, c'est vrai, en plus on était une équipe suisse. On était enregistré comme équipe suisse. Oh, mais c'est parfait ça. C'est nickel. Et donc, ce qu'il fait ici en fait, donc il va exécuter ceci. Et qu'est-ce qu'il exécute là-dedans? Vous voyez, B64, de nouveau la même chose. Et là, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a fait deux persistances différentes. Une première persistance, c'est de mettre, et c'est ce qu'on voit ici en fait, c'est de mettre une clé de registre. Et dans une clé de registre, il a mis une valeur qui était le payload B64. Donc c'est le malware qui est stocké dans la clé de registre. Et c'est là que ça devient what the fuck, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du fileless malware. Donc c'est un malware qui n'a pas de... Il n'y a pas de fichier en fait sur le disque dur. Il n'est pas stocké sur un... C'est pas un exe ou quoi que ce soit. En fait, il est stocké dans la base de registre. Alors, techniquement, tout ce qui est dans la base de registre sont stockés dans différentes... ce qu'on appelle des hives, ou en français des ruches, qui sont stockés à différents endroits du système. Mais typiquement, dans HK Current User, ça va se retrouver dans le répertoire de l'utilisateur. Mais de manière encodée. Pour les scans antivirus, c'est invisible. Bah, en fait, c'est ça le truc, en fait. Ça dépend des antivirus. Il y a des antivirus qui vont le spotter et d'autres qui ne vont pas le spotter. Ça dépend desquels. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et ce genre de choses, ça c'est les cas concrets. On en voit vraiment des choses comme ça. Donc l'idée ici, c'est de faire résider dans la base de registre le payload B64, qui est le vrai malware en tant que tel. Donc ça, c'est le vrai malware qui est là-dedans. C'est le code malicieux. Et dans la partie task scheduler, il va faire un point quelque chose qui sera éventuellement une commande exécutée depuis le malware. Donc c'est très bien construit hein, comme fichier. Et donc voilà quoi. Donc pour comprendre un peu et pour éviter ce genre de choses, jamais exécuter, ne jamais cliquer sur des documents qui contiennent des macros, de manière générale. Par défaut, c'est désactivé, mais voilà, si vous l'activez, ce code va s'exécuter chez vous, par exemple. Dans ce cas-ci, il n'y a rien, hein, parce qu'on a vu que... Ah, j'ai tout fermé comme un con. On a vu que, par exemple, même l'IP n'était pas bonne, ce genre de choses, quoi. J'ai un exemple pour toi hyper dangereux. Ah oui? Je te rappelle, le chargé de recrutement obligé d'ouvrir les CV. Oui. C'est pour ça que tu envoies ton CV au format PDF. Encore que, même dans un PDF, tu peux mettre du JavaScript qui peut être exécuté. Donc oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il existe des sanitizers de PDF aussi.
Voilà. Donc ça, c'était un peu le châle. Comment s'en prémunir aussi. Et bah voilà, j'espère que du coup, vous avez un peu mieux compris comment fonctionne le truc. Donc c'est une construction, ce truc-là, c'est une construction assez complexe, mais globalement, Maintenant, ne le bouge flag était offusqué ici, et était offusqué là, et voilà. On exécute les parties de code sans les exécuter. Enfin, oui, on interprète les parties de code sans les exécuter, et du coup, bah, on trouve le flag, quoi. Merci pour l'explication, c'était vraiment passionnant. Bah, c'est super sympa, merci beaucoup. Et merci Rétienne pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Je suis nouveau sur la chaîne, ton contenu est super intéressant, merci. Tu streams tous les dimanches? Oui, je stream tous les dimanches à partir de midi. De temps en temps, quand j'ai le temps, je stream en semaine aussi. Et salut Étienne, ça va et toi? Et donc bah, cette semaine-ci, non, j'ai pas streamé dans la semaine parce que bah, justement on était en CTF. Et donc bah, là, on est en train d'expliquer les différents challenges qu'on a réussi tous ensemble. Et voilà. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, bon, globalement c'était quoi l'idée? Donc cette semaine-ci on a participé au Cyber Apocalypse CTF qui est organisé par Hack the Box. Et en gros il y a au total dans les équipes qui ont participé et qui ont fait au minimum un challenge, il y avait au total 2740 équipes, quelque chose comme ça. Donc il y en avait beaucoup d'équipes, c'était chaque fois des équipes de 10 personnes au maximum. Au total, il y a eu 9000 participants, donc 10 000, pratiquement 10 000 participants. Et bah, on est arrivé 59e. Donc 59e sur 2700 aidés. Ce qui, pour nous, est franchement une super belle performance. Sachant que le top 3 était des mecs qui étaient mais ultra balèzes, quoi. Mais genre, quand je dis ultra balèzes, c'est des mecs qui ont cleané tout avec the box, etc. Donc voilà, c'était vraiment super chaud. Donc voilà, c'était une compétition de 5 jours non-stop et c'était super intense. Et franchement, je suis super content du résultat parce qu'on a tout défoncé. Franchement, on a tout défoncé, c'était juste génial, quoi. Et donc là, j'ai fait l'explication des challenges forensiques. Alors, j'ai pas expliqué tous les châles forensiques, pas encore en tout cas. Mais donc, globalement, ici, il y avait au total 5 châles forensiques. Là, j'ai expliqué les 3 premiers et il restera ensuite Alienfish et Low Energy Crypto qu'on va voir tout à l'heure. Merci Tim Miller pour le follow, c'est cool, bienvenue à toi. Et donc, ce que je vous propose, si Amendil, il est chaud. Amendil, il est chaud. Ah ouais, Amendil, il est là, parfait. Tu devrais aller jeter un coup d'œil au CTF de l'ANSI FCSC. Bah si j'ai le temps, mais cette semaine je pense pas que j'aurai le temps, donc bah, ce sera certainement pour une autre fois. Alienfish, c'est plus simple que les une étoile. Bah oui, mais à la limite, Alienfish, oui. Low Energy Crypto, c'était un... En vérité, franchement, Low Energy Crypto, je l'ai fait encore assez rapidement, mine de rien. Enfin, je rectifie. Jusqu'à la partie RSA... Jusqu'à la partie RSA, c'était facile. Merci Kramnik pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Après la partie RSA, c'était autre chose, ça c'est vrai. Alors, hop. Pour avoir bossé avec des gars de l'ANSI, c'est des vrais grands malades, les gars, on peut en être fiers. Ok, c'est cool. Bah, j'en doute pas, franchement, j'en doute pas du tout. Les mecs de l'ANSI doivent être très balèzes. Alors, personnellement, j'en connais pas, et comme je suis pas français, je connais pas trop l'ANSI. Je sais pas quel est leur niveau ni quoi que ce soit. Mais ouais, ça peut être vachement cool, quoi.